Bonjour à tous. Je m'appelle Claude Chaffiot, donc je dirige Accenture Interactive pour la France et le Benelux. Et je m'appelle Laurent Toumine, j'ai en charge les activités retail, grande consommation, luxe et mode en Europe, ainsi que les activités produits de grande consommation pour la France et les Pays-Bas. Donc une photo de tes vacances, Laurent? Non, on avait dit que c'était pas ça l'intro, Claude. En l'occurrence, une photo du lac. Le lac, effectivement, qui a été constitué depuis plusieurs années dans un grand nombre d'entreprises et qui consolide tout à la fois des données endogènes et des données exogènes, et qui est très très riche en fait ce lac. Il y a énormément d'informations qui ont été agrégées depuis des années, mais est-ce qu'il a vraiment de la puissance? Et surtout qu'il est confié à ce fameux data scientist qui se trouve face à cette étendue immense de données diverses, variées. Alors, un data scientist ou des data scientists, mais en fait une population, une particularité. Et la question qu'on peut se poser, c'est compte tenu des échecs ou des lenteurs ou du manque de résultats liés à la transformation digitale basée sur les data, est-ce que ce rôle, aujourd'hui, est suffisant, nécessaire? Est-ce qu'il est assez complet? Le constat qu'on fait, il est peut-être un peu radical, un petit peu difficile à en tout cas digérer parfois, mais c'est que ce data scientist, il a un peu tendance à se noyer dans le lac de données qu'on a constituées et à passer, je crois qu'il y a une stat récente qui démontrait que 80% du temps d'un data scientist est passé à nettoyer des données, donc pas du tout à produire de la science, mais à faire Léon le nettoyeur, en l'occurrence, à nettoyer l'ensemble des données endogènes, exogènes, qu'il est en capacité d'accumuler dans le dit lac. L'autre point d'accrochage ou de difficulté en fait, du data scientist, c'est sa connexion à l'ensemble de la population qui peut être à même d'utiliser cette donnée. Et ça, c'est probablement les deux points prégnants en fait, des difficultés rencontrées sur les projets de data. Alors, puisqu'on évoquait de l'hyper-personnalisation et puis aussi un retour, ce que l'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est ce que nous avons développé sur ce constat un peu noir, en termes d'organisation et en termes donc de capacité à utiliser au mieux la data pour réussir ces transformations digitales, pas au sens large avec des grandes majuscules, mais parfois adapter ce que l'on apprend des data à des pain points extrêmement précis. Alors ça se base sur des personnages. Le premier de ces personnages, c'est ce qu'on a appelé le data twin. Et qui dit twin dit jumeau, donc il faut un jumeau, il faut un partenaire. C'est la personne qui, dans l'entreprise, va s'associer à un directeur général ou un directeur du marketing et va véritablement travailler avec lui sur les enjeux qui sont les siens, qui sont liés évidemment à des problématiques de data ou qui peuvent être résolus avec des problématiques de data, mais on va chercher à savoir ce qui l'empêche de dormir. Oui, en fait, c'est aussi le premier personnage de l'acculturation. L'acculturation sur laquelle on reviendra avec le data enabler dans quelques instants. Mais le data twin, fatalement, il agit au niveau du C-level pour faire en sorte que cette culture de la data, lorsqu'un C-level est exposé à une problématique qu'il doit résoudre, eh bien, cette résolution se fasse en leverageant, en utilisant la totalité des données qui sont disponibles dans le lac, voire des données qui sont en dehors du lac. Et pourquoi je parle de données en dehors du lac? Parce que le twin, il va travailler de manière assez étroite avec l'explorer. Dora l'exploratrice, en l'occurrence ici, a une moustache et des lunettes. Mais l'explorer, il va aller chercher les données non seulement qui sont immédiatement disponibles et produites par l'entreprise, mais également des partenariats avec des fournisseurs de données externes et essayer d'assembler en fait l'ensemble de ces informations pour pouvoir les transmettre au petit génie qui est à côté de lui, qui lui va tenter de résoudre la problématique que le data twin a identifiée. Et pour faire en sorte que ce genius se concentre sur son travail, il va faire appel à, appelez-le comme vous voulez, Léon le nettoyeur, ou en tout cas le nettoyeur de données, qui est en l'occurrence souvent dans les organisations qu'on met en place des factories de nettoyage d'informations, donc on les met en usine, et qui va faire en sorte de rendre au genius des données qui soient exploitables avec un niveau de qualité optimum. Tout ça devant se réaliser avec le niveau de sécurité le plus absolu, puisque dans bien des cas, on ne manipule pas exclusivement des informations de flux, ce qui pourrait être la situation si on avait une problématique supply chain à craquer, mais des informations personnelles, soit sur les employés, soit effectivement sur les consommateurs finaux. En tout cas, c'est le cas dans l'industrie que je représente, le retail.
Oui, donc on voit qu'il y a de plus en plus de sources de collecte de data et que la bonne exploitation de ces data est aussi de plus en plus complexe et demande un set de savoir-faire, complété par deux rôles dans cette équipe, et qui sont des rôles importants parce que là on parle de scale, on parle d'industrialisation. Il n'est pas question simplement de faire des POC pour montrer que tel usage de la data donne tel type de résultat. On va travailler avec des data architectes, puisqu'évidemment ces solutions doivent s'appuyer sur une architecture robuste et adaptée à la problématique. Et puis, rôle absolument clé, celui du data enabler. Dans le cas que nous allons bientôt vous présenter, qui sera dans le retail, vous allez vous apercevoir qu'il ne sert à rien d'envoyer des feuilles Excel pleines de data à un chef de rayon d'un supermarché qui ne sait pas quoi en faire. Donc ce data enabler, il a un rôle absolument clé dans la démocratisation, dans le partage, dans la mise en œuvre des stratégies data et des actions qui sont rattachées dans le quotidien. Oui, Claude, dans les data factories que nous montons désormais, effectivement, on a ces 3 layers organisationnels qu'on appelle le cockpit, donc ce qui pilote en fait la transformation basée sur la donnée, les feature teams qui sont en charge de développer les différents use cases, dont un va être illustré dans quelques instants, et puis les équipes qui doivent mettre à l'échelle en fait ces use cases, et surtout, et c'est un mot qui à mon avis sera extrêmement important dans les années à venir, qui vont se charger de la data democratization. Donc la démocratisation de l'utilisation de la donnée. C'est le cas de l'enabler. Son job, c'est de propager la culture de l'utilisation de ce qui est produit, de propager la culture de la résolution de problématiques sur la base de données, et y compris avec des programmes certifiants, des programmes académiques. Et c'est assez nouveau en fait. On travaille de plus en plus sur ces programmes académiques qui permettent, pas simplement pour la C-suite pour le coup, mais pour la B-suite. Les gens qui sont opérationnels sur le terrain. Et dans le retail, on est une industrie people intensive, c'est-à-dire qu'on est lourdement basé sur effectivement la compétence humaine. Et donc ces enablers sont extrêmement importants. Et si on n'assemble pas l'ensemble de ces talents, et on ne dit pas ici qu'il y a 7 individus à chaque fois, mais si on n'assemble pas l'ensemble de ces talents et si on ne les met pas en responsabilité selon cette équation, notre conviction, c'est qu'une data-driven transformation, une transformation basée sur l'appropriation de la donnée, ne peut pas être effective sur l'ensemble des maillons de l'entreprise. Alors, l'exemple maintenant, peut-être, pour être beaucoup plus concret, opérationnel. Vous allez le voir, il va y avoir une notion d'hyper-personnalisation. Il va aussi y avoir une notion de pain point. On va prendre le cas d'un retailer avec une série de magasins, un certain nombre de magasins qui sont en difficulté de recrutement, d'acquisition de clients, mais évidemment d'acquisition de clients rentables. Vous allez voir la présentation d'un asset Accenture qui s'appelle Customer Keeper, qui permet de créer un compte de résultats sur chaque client. Donc nous développons une dizaine de déciles, des clients les plus rentables aux clients les moins rentables. Et on parlait tout à l'heure, au travers de l'Explorer, d'une capacité à aller chercher des données externes. Vous allez voir une association avec Facebook, et un produit que vous connaissez bien de chez Facebook qui est Lookalike, et qui nous permet d'aller chercher sur les 36 millions de Français qui sont consommateurs ou abonnés de Facebook, les profils qui vont nous intéresser, qui correspondent à ceux qui sont les plus rentables chez nous. Cette combinaison, elle est unique entre Customer Keeper d'Accenture et Lookalike de Facebook. Alors, rentrons dans cette logique qui consiste à recruter des clients à fort potentiel. Stéphane s'en est un. En l'occurrence, il déclare sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, son appétence pour les techniques associées à la cuisine. Puis c'est un client qui est assez intéressant, un prospect intéressant, parce qu'il ressemble étrangement à des clients qu'on a identifiés comme étant extrêmement rentables grâce à notre base feed. Et on combine donc 2 assets qu'on va vous présenter désormais. Le premier qui s'appelle Customer Keeper et le second qui est Facebook Lookalike. Alors Customer Keeper, c'est assez simple. Je calcule un compte de résultats pour un magasin donné, dans le cas d'espèce, un magasin qui est en difficulté à Avignon, un compte de résultats par client. Donc je vais retrancher au chiffre d'affaires qui est généré par monsieur et madame Dupont le coût du produit, ça me donne déjà un premier résultat, éventuellement le coût d'acquisition marketing de ce client, l'ensemble des éléments de cost to serve, combien ça m'a coûté effectivement de le livrer si c'est un client e-commerce, et je vais classer tous mes clients par décile, et je vais m'intéresser ici au décile le plus rentable. Ce décile le plus rentable, je vais transmettre des informations sur ce décile
à Facebook pour identifier si oui ou non ces individus ont des comptes Facebook. Et je vais caractériser ces individus et chercher des lookalikes sur la zone de chalandise d'Avignon. Donc, dans la zone de chalandise d'Avignon, pour le magasin considéré, ai-je des clients qui ressemblent à mes clients les plus rentables? Si tel est le cas, et en l'occurrence c'est le cas de Stéphane, je vais lui adresser un coupon de réduction activable, donc avec un call to action associé, qu'il pourra donc transmettre directement dans sa messagerie préférée qui est Messenger, et ainsi bénéficier d'une réduction qui correspond aussi à ses appétences. Ce n'est pas n'importe quel coupon de réduction qui lui sera envoyé. On aura évidemment analysé son appétence particulière pour l'ananas et en l'occurrence pour ce type d'offre. On peut dire si c'est pointu. Hein. Pour l'ananas, tu veux dire? Oui. En caisse, il présente en l'occurrence son coupon. Le coupon est donc activé immédiatement de retour chez lui. On lui dit merci d'avoir utilisé ce coupon. Par ailleurs, comme vous êtes un fan de cuisine, nous vous offrons des cours de cuisine dans votre magasin préféré, mais qui est conditionné évidemment au téléchargement, cette fois-ci, de l'app de fidélité de l'enseigne. Stéphane télécharge cette app et devient désormais un client recruté. Alors, l'idée ici, c'était de vous illustrer un brainstorming que nous avons réalisé sur la base d'assets réels qui ont été testés techniquement et qui sont RGPD compliant, qui ont été testés techniquement, qui ont été testés statistiquement. Oui, pardon, il y a la fin de l'histoire. Donc à la fin de l'histoire, il prend son cours de cuisine et effectivement, il poste sur Instagram, c'est important ça. Il poste sur Instagram le fait qu'il est très heureux d'avoir pris ses cours de cuisine. Mais le sujet de fond, en fait, c'était de craquer une problématique de déperdition de clientèle pour un magasin donné. Et pas n'importe quelle typologie de clientèle, pas un segment attitudinal ou RFM, mais en l'occurrence, un segment de clients qui est le segment de clients le plus rentable. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce que je vais recruter des clients dans une zone de chalandise donnée, comment je les identifie, comment je les active, et on est dans le physique là. Comment est-ce que je fais en sorte qu'ils votent avec leurs pieds et qu'ils viennent dans le point de vente, et je ne répartis pas mon budget marketing ou d'acquisition façon confiture sur la tartine, non, je le cible. C'est ça l'intérêt. La combinaison entre un analytique extrêmement pointu de la rentabilité par client, donc des déciles de rentabilité, et la recherche de lookalike grâce aux technologies Facebook, et ce canal aussi de diffusion qu'est Facebook et Messenger, qui nous permet de véhiculer l'ensemble des messages promotionnels qui génèrent l'action de visite dans le point de vente. Alors tu parlais d'un brainstorming, et là on évoque ce partenariat avec Facebook, mais dans les difficultés que nous avons rencontrées, évidemment, il y avait le drive. Et entre un sujet sur le drive, un problème sur le drive, entre un consommateur X et un consommateur Y, évidemment, on va chercher à répondre aux deux consommateurs, mais à avoir beaucoup plus d'attention sur un consommateur qui est dans le premier décile. Et là aussi, on a travaillé sur les datas, on a approfondi ce partenariat avec Facebook, on a utilisé dans l'idée leur messagerie pour permettre de donner de l'autonomie à la personne qui prépare la commande, en cas de rupture par exemple, ou au client en cas de produit endommagé, pour pouvoir extrêmement vite interagir et essayer de résoudre ce pain point. On a aussi voulu ici, et c'est un des problèmes, redonner de l'autonomie à des chefs de rayon de la data. Eux, ils sont face à des problématiques. Quand on a un risque de casse, par exemple, comment est-ce qu'on peut, grâce à Facebook, grâce aux data, lancer des promotions sur les bonnes personnes et donc diminuer le problématique de casse et donc de perte. Voilà. Oui, non, ce cas, il est particulièrement intéressant, le cas de la casse. Là, je vais essayer de revenir sur l'équipe, parce que ça mobilise en fait la totalité des compétences que nous vous avons présentées. Donc, il y a une problématique de casse dans les magasins sur les produits frais qui, non seulement d'un point de vue écologique ou responsabilité environnementale et sociétale, est assez pénible, mais sur le compte de résultat, c'est 5% de la marchandise qui partent à la poubelle, en moyenne. Donc le Twin a identifié ça, il est allé voir l'Explorer, il lui a dit comment est-ce que tu pourrais me craquer le problème, quelles sont les données qui sont nécessaires, qui lui-même est allé voir le Genius en disant est-ce que tu pourrais me prédire la casse sur les bananes, sur les tomates, sur les ananas, justement. Il a effectivement trouvé un algorithme prédictif qui permet d'anticiper la casse, et il s'est adressé à l'enabler en disant est-ce qu'on ne pourrait pas développer un chatbot qui dise au chef de rayon, un chatbot, pas un tableau Excel, un chatbot qui dise au chef de rayon je pense que tes ananas, tu vas les mettre à la benne, parce qu'en l'occurrence, tes stocks sont trop élevés. Je te propose la promotion A, la promotion B ou la promotion C qui seront envoyées effectivement via Messenger, via Facebook, à un parterre de clients potentiels dans ta zone de chalandise. Voilà le type de cas d'usage qu'on utilise en leverageant l'ensemble de cette équipe. Et donc voilà des logiques d'hyper-personnalisation basées sur la data, hyper-personnalisation sur les clients les plus rentables. Merci beaucoup. Merci beaucoup.